Bonjour, agenda chargé comme vous pouvez l'imaginer ce matin. Donc le but de cette vidéo qui ne doit pas dépasser 5-6 minutes, c'est de faire un petit point sur ce qui s'est passé cette semaine sur le S&P 500, donc un update de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc cette semaine en fait je voulais vous parler des processus de formation de top majeur. Donc en fait je vais vous montrer des graphiques de ce qu'on a vu, enfin du top de 2007. Du top de 1987 et du top de 1929. Voilà. Donc on va regarder un peu comment s'étaient formés ces tops majeurs et essayer de chercher des similitudes avec ce qu'on voit aujourd'hui. Dernier point, après vous avoir parlé des phases de top assez important, c'est de faire un petit focus sur l'or et les taux américains. Et en fait, ce qui est assez étonnant, le S&P a quasiment baissé de 10% depuis ses tops historiques, très très rapidement. Et à ce stade, en fait, on ne voit pas du tout de flight to quality. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans un deuxième temps. Donc, petit update de ce que je vous disais la semaine dernière. Si on regarde un graphique du S&P depuis fin 2016, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on était dans une tendance extrêmement haussière. Pourquoi extrêmement haussière? Vous voyez, on a une droite de régression ici de long terme, donc sur quasiment un an et demi. Ce qu'on peut voir, c'est que cette droite de régression avec une pente très forte, une pente ascendante, et les deux droites que vous voyez qui entourent cette droite de régression, c'est plus et moins deux écarts types. Donc d'un point de vue statistique, on voit qu'au mois de janvier, on s'était éloigné de plus de deux écarts types de cette droite de régression ascendante de long terme, ce qui veut dire qu'on était clairement dans une phase d'excès. Donc après une phase d'excès, généralement il y a un risque de correction abrupte. C'est clairement ce qu'on a vu depuis la semaine dernière. Et on est passé d'un excès haussier à aujourd'hui un excès plutôt baissier, à savoir qu'on est tombé en dessous de deux écarts types par rapport à ces droites de régression de long terme. Donc un excès probablement un excès baissier à court terme qui appelle tôt ou tard à des réactions techniques. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment se passent les réactions techniques, même dans un processus de top de formation majeur. Voilà, donc là, premier cas, c'est le top de 2007. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que le processus de top a pris quasiment un an, donc toute l'année 2007. Donc ici on voit bien la formation de top. Et au cours de cette formation de top, on a eu plusieurs corrections assez fortes. Donc la première au début 2007, la deuxième qui était encore plus forte au cours de l'été 2007, et puis derrière amorce une tendance un peu plus baissière. Donc si on fait une comparaison avec aujourd'hui, on est peut-être ici. C'est-à-dire qu'on est peut-être juste sur une phase de correction d'un flash crash. Clairement, donc ce que j'avais prévu un peu pour l'année 2018 est en train de se réaliser. C'est-à-dire que j'avais anticipé plutôt des risques de flash crash qu'un risque vraiment de crack majeur. Donc je pense qu'on est dans ce cadre-là. Donc c'est pas parce qu'on a une baisse de 10% depuis une semaine qu'on est forcément parti sur une tendance extrêmement baissière à moyen long terme. Donc une possibilité d'avoir une espèce de V-shape recovery. Et même si on est dans un cadre un peu plus baissier comme pendant l'été 2017, ça veut pas dire 2007, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de grosses reprises techniques. Donc de ce point de vue-là, même si effectivement on est sur un processus de formation de top, généralement les reprises techniques sont assez fortes. Si on regarde maintenant le top de 1987, là ce qu'on peut voir c'est la même chose. Donc une phase un peu d'incertitude avant la phase de top finale de 1987, et même à partir du moment où on a fait le top historique en août 87, on voit qu'il y a une phase de décrochage initiale. Donc là vous voyez ici la phase de décrochage, et derrière, voilà, donc phase, j'ai
petit problème. Donc, phase de décrochage initial, rebond technique, et avant le crack. Donc pour l'instant, je pense qu'on est dans cette phase, même si on fait des similitudes avec le crack de 87, je pense qu'on est dans cette phase de correction entre guillemets initiale, qui appelle à court terme plutôt à une phase de rebond technique, avant éventuellement quelque chose de plus baissier, mais ça pour l'instant on ne peut pas le dire. Donc à noter quand même qu'on a avant le crack déclenché une tête-épaule, donc une configuration technique typiquement baissière, avant la baisse, la baisse du mois d'octobre. Donc quelque chose à surveiller dans les semaines qui viennent. Enfin, si je regarde le graphique de 1929, également un scénario très similaire à ce qu'on a vu en 87, c'est-à-dire une phase de déclenchement, enfin une phase de baisse initiale, un rebond technique qui a été très violent, et puis uniquement derrière la phase de crash. À nouveau, on retrouve une configuration technique en tête-épaule. Enfin, pour finir un peu sur le cas du marché américain, ce qu'on peut voir, c'est que ce processus de correction qui s'est déclenché la semaine dernière est en fait un processus beaucoup plus long en termes de performance relative des États-Unis par rapport au reste du monde. Ce qu'on peut voir, c'est que là, vous avez à peu près l'élection, enfin, vous avez l'élection de Donald Trump. Donc on voit qu'il y a une phase d'euphorie initiale en termes relatifs, donc c'est-à-dire une phase de surperformance du marché américain par rapport au reste du monde. Et puis, depuis cette période-là, une sous-performance des États-Unis. Donc on voit que les États-Unis n'ont pas du tout surperformé par rapport au reste du monde depuis l'élection de Trump. Le principal responsable de cette performance assez mitigée, c'est la baisse du dollar. Donc le risque maintenant, qu'on commence à avoir une correction des marchés actions, c'est d'avoir clairement les États-Unis qui commencent à sous-performer beaucoup plus nettement le reste du monde, donc un relative breakdown par rapport au reste du monde. Donc c'est clairement le risque pour les mois ou les trimestres qui viennent, c'est-à-dire de commencer à avoir un de-rating des États-Unis par rapport au reste du monde, sachant qu'en fait il y a deux possibilités pour ce de-rating. Une correction plus forte du marché américain, donc là on partirait dans un scénario vraiment de marché qui craque, et deux, une baisse, donc un de-rating assez majeur du dollar. Donc dans ce cas, il se pourrait que la baisse qu'on ait connue depuis à peu près un an ne soit que le début d'un processus d'érosion assez important du dollar. Dans tous les cas, c'est encore trop tôt pour trancher, mais c'est clairement un graphique dont je vous reparlerai prochainement. Autre surprise qui va un peu avec le processus d'érosion de la performance relative des États-Unis, ça a été une vraie surprise cette semaine, c'est qu'on a vu une tenue assez impressionnante des marchés émergents en relatif, avec même un plus haut relatif en début de semaine sur 2 ans. Donc on voit que les gens commencent à réallouer des capitaux vers les marchés émergents, même dans un processus de correction des États-Unis. Donc ça c'est quelque chose qui est assez rare. Ça montre que les marchés émergents, même dans une hypothèse de début de bear market aux États-Unis, sont vraiment une classe d'actifs intéressante, même pour un bear market. Donc, historiquement, c'est quelque chose quand même de très très rare. Ce qu'on voit, c'est que les marchés émergents ont subi un énorme de-rating jusqu'en 2016. Donc il se pourrait bien qu'on soit au début d'un processus de re-rating. Enfin, je terminerai par deux graphiques, l'or et les taux américains. Donc ce qu'on voit, c'est que l'or, nouvelle surprise sur cette semaine sur l'or, puisqu'on n'a pas réussi à déclencher une accélération haussière de l'or. L'or est venu à nouveau buter sur des grosses résistances dans la zone des 1355-1360. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de déclenchement de signal très positif sur l'or, en dépit de la correction américaine. Donc ça, c'est vraiment une grosse surprise. Donc ça montre qu'on n'a pas pour l'instant de vrai flight to safety sur cette classe d'actifs. C'est la même chose sur les taux américains, c'est-à-dire que généralement quand on a une grosse correction du S&P,
on s'attend, enfin, dans la plupart des cas, on a un flight to safety sur les obligations américaines. Ça s'est passé un peu en début de semaine, on est revenu quasiment sur 2,60, mais il n'y a pas eu vraiment de confirmation de ce flight to safety. Donc là, on voit que même dans un scénario de correction action US, on a un marché obligataire qui reste quand même très tendu. Donc ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour l'obligataire. Et ça montre que les gens ne sont pas du tout enclins à augmenter leur exposition obligataire sur les États-Unis dans ce cadre-là. Donc là, un signal quand même pas très positif sur le marché obligataire américain. Bonne semaine à tous et bon courage.